Polynésie première. Merci d'écouter la première, il est 9h07. Nous ouvrons le dossier Info-Service. Nathalie, tout va bien? Tout va bien, moi je suis en place. On va parler d'un... Oui, je suis plus qu'en place. Moi, j'ai pris racine à la radio. 9h10, on ouvre des dossiers, ça s'appelle Info-Service. On parle de plein de choses, hein. On passe du coq à l'âne, si je peux me permettre l'expression. Aujourd'hui, on parle de drogue, mais demain, on parlera d'administration, de tourisme. Mercredi, demain, jeudi d'emploi et vendredi, loisirs détente. Petites annonces. On parle drogue, donc, aujourd'hui. On parle drogue et plus précisément du AS, du Crystal Meth avec notre invitée qui est Jacqueline Liénard. Jacqueline, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour Jacqueline. L'association Vivre sans drogue, vous en êtes la présidente? Oui, depuis 2008. On est basé sur Pamatei, au-dessus de l'école, en partenariat avec la mairie, qui nous met à disposition des locaux. Alors en ce moment, on est un peu en stand-by, puisque l'école est en pleine... N'allez pas trop vite, on va parler, on est très curieux, on va vouloir en savoir un petit peu plus sur ce qui vous anime et ce qui se passe, qui travaille avec vous, est-ce que ça travaille, est-ce que c'est par obligation, bref, on est très curieux, vous inquiétez pas. Alors j'espère que son micro est bel et bien trafiqué, vous n'allez pas reconnaître sa voix. On a un invité, Nathalie, pour un témoignage, John Doe. Oui, on l'appelle John Doe. Bonjour John Doe. Oui, bonjour à vous. Bonjour. On va vous retrouver dans un instant, le temps de maquiller votre voix. Le but, c'est de pas vous reconnaître parce que ça n'a pas d'importance dans le contenu de cette émission. Mais en tout cas, merci d'être là, John Doe. C'est ainsi qu'on va vous appeler et on va écouter votre témoignage dans quelques instants. Nathalie, on en sait un petit peu plus sur notre invité, mais on voudrait en savoir un peu plus, c'est ça? Sur notre invitée donc Jacqueline. Jacqueline, tu t'occupes donc de l'association Vivre sans drogue. Auparavant, on parlait de l'association No Ice, qui avait été créée par Mayana et Maïna Sage. Maïna Sage et Vivre sans drogue. Pourquoi Vivre sans drogue? C'est-à-dire ce sont toutes les drogues. Toutes les drogues. Parce que je pense qu'on commence toujours par le cannabis. On est tous touchés par le cannabis qui est banalisé aujourd'hui. Et donc après, j'ai découvert au cours de mon parcours la ICE. C'est un inspecteur de la DSP qui m'en a parlé. Donc j'ai été très surprise parce que ça c'était en 2005. Et donc j'ai décidé d'aller chercher des informations et surtout des réponses parce que j'étais confrontée personnellement à ce problème. Donc j'ai mis vous-même ou quelqu'un de la famille de ma famille, okay. De ma famille. Donc de 2005 à 2017, j'ai identifié un petit peu toutes les pistes qu'on pouvait obtenir et je peux arriver à dire que c'était prévisible, on devait y arriver, on aurait pu imaginer ce qui se passait à Hawaï, puisqu'à Hawaï il y avait déjà beaucoup de dégâts, mais personne n'a tenu compte. C'est sur les plateaux, j'ai dénoncé, mais voilà. 2005, on a l'impression qu'on en parle beaucoup là en ce moment dans l'actualité. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Les policiers ont un peu plus de chance, font un peu plus de présence et tombent sur des réseaux et les démantèlent. Alors il y en a vraiment plus qu'avant. Alors je vais dire encore plus fort, c'est le discours de l'ancien colonel qui vient de partir à la retraite, Cordelier, qui a un peu tiré la sonnette d'alarme parce qu'il a été très loin. Il a fait ce que nous, on a fait depuis des années, dénoncer. Voilà. Donc, on peut le remercier. Celui qui est arrivé, il est extraordinaire. Je pense que là, il y a une suite et donc, on va y arriver. Moi, je pense que... Tant mieux pour vous. À l'association, il n'y a pas que vous. Il y a qui encore également? Est-ce que ce sont des gens qui sont touchés directement, indirectement? Pas forcément, parce que il nous faut quand même une vitrine de personnes qui peuvent vivre, parce que le nom de l'association est quelque chose de très fort. Vivre sans drogue. On a vu d'ailleurs les jeunes qui venaient occuper les locaux. Ils portaient le t-shirt Vivre sans drogue en public, mais dès qu'on arrivait un petit peu dans les quartiers, ils enlevaient. Donc on voyait déjà qu'ils avaient du mal à assumer le mot Vivre sans drogue. Donc j'ai des partenaires qui sont là, mais qui ont des connaissances, qui m'accompagnent parce qu'il faut faire des écoutes. Moi, je suis surtout au niveau d'écoute des parents, l'assistance aux parents pour leur expliquer parce que face à ce problème-là, ils sont complètement démunis et en plus, ils ont du mal à comprendre que on n'a plus en face de nous l'enfant qu'on avait auparavant. C'est une nouvelle personne qui est complètement sous l'emprise de produits, qui est complètement apathique la plupart du temps et qui n'a plus de respect des règles de société.
Donc on retrouve l'ice au début des années 2000, on l'appelle l'ice ou également le cristal. Il aurait fait son apparition sur le marché des drogues britanniques. Aujourd'hui, cette méthamphétamine est fabriquée à partir de divers médicaments. Donc c'est un produit chimique, c'est un produit de synthèse. Quels sont les effets de cette drogue? Mais déjà, on va voir. C'est très au déjà, départ. Vous apprenez rien là de ce que vous venez d'entendre là. Non, vous êtes calé là-dessus, hein? Rien du tout. C'est surtout que la plupart des jeunes filles aujourd'hui, pour maigrir rapidement, utilisent la crystal meth. Donc systématiquement, c'est d'abord pour ça. Ensuite, c'est le fait qu'ils peuvent tenir pendant 2-3 jours sans dormir. Ensuite, les descentes sont assez rapides parce qu'après ils passent plusieurs jours à dormir. Et puis ils n'ont plus de contact avec les personnes proches. Je veux dire, il y a plus d'émotions, il y a plus rien. Voilà, il faut pas les ennuyer. Ils sont dans leur bulle et puis c'est tout. On va, puisque vous évoquez le sujet, laisser la parole. C'est enregistré. Elle était l'invitée du JT samedi. Le Taoté Marie-Françoise Beaugiron. On va l'écouter. Elle répondait aux questions de première pour en savoir un petit peu plus sur ses effets. On écoute. Alors c'est pas sur de long terme, malheureusement. Hein, ça apparaît très rapidement. Ce sont des personnes qui n'ont plus besoin de dormir, ni de manger, ni de boire, de se reposer, et donc les gens qui c'est la surcocaïne un peu. Je pense que ça rentre dans la même famille, sauf que c'est pas la même molécule. Mais ça vous donne cette sensation effectivement d'être surpuissant et d'en avoir besoin de rien, ni de manger, ni de dormir. Donc très rapidement, vous allez maigrir, mais c'est surtout les troubles de la personnalité qui vont s'installer. On va rentrer dans des phases avec de l'agressivité souvent. On est nerveux, on est irritable, puis agressif, puis progressivement ça va se dégrader, on va devenir paranoïaque, le sentiment que tout le monde nous en veut, que le milieu est hostile, et puis pour certaines personnes on va arriver réellement à des véritables hallucinations et sont pas si faciles à traiter. Donc voilà, on vient d'entendre Taoté Brugiron, invité du journal de Polynésie Première. Ça confirme ce que vous disiez, hein? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que tous les parents ou même les compagnes, les compagnes hommes ou femmes subissent ce genre de problème. Alors ça se passe comment? C'est dès la première prise? Pas forcément. On a tendance à trop dramatiser les choses. Ça dépend aussi du mental de la personne. Si la personne est forte et bien stable au départ, l'effet sera peut-être moindre. Donc quelqu'un qui est déjà de la personne. Voilà. Déjà, si quelqu'un est un peu dépressif au départ, bon, c'est sûr que ça sera beaucoup plus dramatique. C'est comme pour toutes les drogues. Mais si la personne est prise en charge rapidement, si on peut l'isoler rapidement, mais c'est la croix et la bannière pour pouvoir faire interner un jeune qui est en démarrage d'une consommation de ice. Alors, question pour les parents là qui nous écoutent, avec vos connaissances maintenant dans Vivre sans drogue, dans votre association, quels conseils on peut donner aux parents qui nous écoutent pour déceler le plus rapidement possible son enfant, ses enfants qui seraient sous l'emprise de l'ice, puisqu'on parle de l'ice? Alors, aujourd'hui, les parents ont du mal à faire la part des choses entre PACA et ice. Ice, comme on l'a dit, la personne ne dort pas pendant plusieurs nuits, ne mange plus, donc maigrit très vite. Donc c'est facile de tirer la sonnette d'alarme et puis il suffit de regarder les yeux. Les yeux sont globuleux, donc on peut pas y échapper. C'est pas du cannabis avec un peu de collyre à l'intérieur. C'est vraiment globuleux, ça sort de l'ordinaire. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc il y a ça, il y a aussi le comportement agressif qui tout de suite on le voit, mais là à ce moment-là, c'est les parents qui sont très mal informés, qui savent pas comment réagir au bon moment et comment faire. Et puis souvent, il y a la peur. Il y a la peur de quoi? De dénoncer. Parce que faire la démarche de dénoncer un proche, c'est le mettre au bon. Et puis je parle en connaissance de cause puisque j'en ai encore les effets aujourd'hui. Mais j'estime que c'est une drogue il faut que les parents se lèvent. Je n'ai pas cessé de le dire depuis le début que si on n'est pas solidaire, c'est sûr que ça fait honte, c'est sûr que de savoir que son fils ou machin, sa fille ou son gendre ou je sais pas est consommateur. Mais en attendant, ils détruisent tout l'environnement familial. En même temps, on peut comprendre les parents que c'est pas facile à aborder. Même quand tout se passe bien, quand on parle de drogue, les enfants sont souvent sur la défensive. Non, pas de problème, c'est bon, je suis grand, quoi. C'est ce genre de réponse qu'on entend. C'est pas facile, les parents.
À ce moment-là, on prend du recul et puis on se dit, on va trouver le déclic, quelque chose qui va pouvoir le faire réagir. C'est-à-dire une tierce personne qui aborderait... Une tierce personne ou un événement ou, comme vous allez l'entendre peut-être dans ce témoignage-là, un acte fort quand il y a quelque chose qui se passe qui est contre nature, qui est lié à la justice, il faut faire la démarche de le faire. Ça fait peur, ça, la justice, ou de montrer des photos de gens qui sont sous l'emprise d'ICE depuis des semaines, des mois, où on voit le visage changer. Ça fonctionne encore, ça? Non, ça fonctionne plus. Parce que maintenant, tout le monde s'est banalisé. C'est comme le cannabis. On va vous dire que c'est banalisé. Mais quand vous voyez, à un moment donné, on s'est battu pour les tests salivaires dans les écoles. C'était par là qu'il fallait démarrer. Les tests salivaires. Je l'ai présenté à l'Assemblée territoriale, mais personne n'en tient compte. Alors que c'était un moyen de pouvoir faire réagir, parce qu'actuellement la chaîne de responsabilité n'est pas en place. Les parents sont livrés à eux-mêmes. On en parlera tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 40 86 16 00 pour nous apporter votre témoignage. Peut-être que vous avez dans la famille ou votre propre enfant ou un voisinage ou des connaissances. N'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un SMS 7123 si vous avez envie d'apporter votre témoignage. Et justement, un témoignage, on reçoit John Doe. On va faire peut-être un premier essai. Bonjour John. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et merci de m'avoir invité parce que effectivement, j'aimerais apporter de l'aide un petit peu à cette association en témoignant de ce qui nous arrive à nous dans notre famille. On va vous appeler donc John Doe, hein, c'est le nom emprunté pour aujourd'hui. On ne vous verra pas non plus à l'image puisque cette émission est radio-visionnée, c'est comme ça qu'on appelle la radiovision. Et en tout cas, merci d'être là parce que je sais que personnellement c'est un petit peu compliqué pour vous et merci à vous d'être là. Depuis ce matin, donc depuis tout à l'heure avec Jacqueline, on évoque l'ICE. Tout ça, vous le savez maintenant, vous en avez connaissance des effets, vous n'apprenez rien, mais c'était pas le cas avant. Comment ça a commencé? Je n'apprends rien. Nous, à l'échelon de la famille, on ne peut même pas affirmer actuellement que notre fils consomme de l'ICE. On sait que son comportement correspond à tout ce que nous entendons, à tout ce que nous savions, mais on n'a aucune certitude, bien sûr, du type de drogue qu'il prend. Ce qui est certain, c'est son changement de comportement au cours des derniers mois, avec une amplification au cours des dernières semaines et même des derniers jours, qui nous inquiète et qui nous perturbe énormément. Vous avez abordé le sujet avec lui déjà? Oui, alors, c'est un garçon qui est à la maison, qui a quand même 40 ans, c'est plus un petit jeune homme. Nous l'avons à l'époque recueilli parce que déjà il avait des difficultés dans sa vie de couple, etc. Donc nous l'avons recueilli à la maison pour le restabiliser, pour le remettre un petit peu dans le circuit de la vie normale. Et ça s'est bien passé pendant plus d'1 an. Et puis finalement, on lui a trouvé un emploi. Et depuis qu'il a cet emploi, qu'il a donc des moyens financiers, son comportement s'est mis à changer brutalement. Pas brutalement, mais assez rapidement. Et en quelques mois, on s'est rendu compte qu'il avait, non seulement il utilisait entièrement ses revenus pour autre chose qu'il est pris en charge à 100%, y compris le transport, tout, enfin, il n'a pas de besoin d'argent, or, il utilise toute sa paye. Donc ça a été notre première inquiétude de savoir ce qu'il faisait de cet argent. Et puis en même temps, on a vu que progressivement, il devenait effectivement beaucoup plus agressif. Il a toujours été difficile, mais il est devenu plus agressif, etc. Bon, il est bien évident que dans le couple, pour les parents, il y a la maman d'abord. La maman, elle va, pendant le plus longtemps possible, elle va essayer de protéger cet enfant dont elle sait qu'il a un problème. Et elle va le protéger en n'intervenant pas, en ne faisant pas ce qu'il faut faire. Donc ça crée effectivement des problèmes dans la maison et on sait vraiment pas comment s'y prendre. Est-ce que oui, Nathalie, est-ce que vous vous êtes fait aider? À quel moment vous avez tiré la sonnette d'alarme? Vous êtes allé voir un spécialiste, oui. L'association, la connexion avec l'association? Oui, moi personnellement, j'ai consulté un psy parce que cette situation me perturbe quand même beaucoup. Ensuite, nous avons réuni toute la famille pour en parler.
Et puis tout dernièrement, nous avons pu consulter l'association et qui a confirmé un petit peu tout ce que nous pensions et nous a incité à agir, à faire quelque chose. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec beaucoup de difficultés. Ce que vous disiez tout à l'heure, pour les parents, c'est difficile de reconnaître à un niveau quel qu'il soit que son fils est entré dans cette malheureuse drogue. Donc ça a été difficile, mais finalement, après un premier échec, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les parents ne savent pas à qui s'adresser. On leur dit adressez-vous par exemple, allez à la gendarmerie et ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose. C'est ce que nous avons fait et à notre grande surprise, on a constaté qu'actuellement, en Polynésie en tout cas, la gendarmerie ne peut absolument rien faire pour vous. Et ils vous le disent de façon très claire. Ils vous disent, mais nous ne sommes pas médecins, nous ne pouvons rien faire, c'est votre seul problème de famille, c'est régler votre problème, voilà ce qu'ils vous disent. Eux, c'est la sanction de la consommation et non pas la prise en charge de la personne qui consomme. Oui, mais je ne sais pas, moi j'ai connu la gendarmerie depuis bientôt... Enfin, ça fait longtemps que je connais ce milieu. J'ai toujours entendu parler de la peur du gendarme. J'ai toujours vu des gendarmes dans ma campagne, en métropole, intervenir à titre préventif, faire quelque chose, faire du social en quelque sorte. Or ici, il n'en est nullement question. Les gendarmes ont suffisamment de travail, probablement pas assez de moyens. En tout cas, ils ne s'investissent pas du tout dans cette prévention. On va pas faire le procès de la gendarmerie, je comprends. Bien sûr, moi aussi je le comprends bien. Ils vous disent, nous avons la loi. Tant que vous n'êtes pas dans le cadre de la loi, que vous n'avez pas déposé plainte, on ne peut rien faire pour faire quelque chose. Mais on ne peut pas déposer plainte pour consommation éventuelle de drogue. Ça n'existe pas dans le code. Il faut déposer plainte pour des faits précis, des faits de violence ou des faits précis. John Doe, notre invité, on va vous écouter encore dans quelques instants. En tout cas, merci pour ce témoignage en direct. John Doe, c'est ainsi qu'on vous appelle. Est-ce que l'histoire de John Doe, de son fils, c'est une histoire commune, une histoire... Oui. Le mécanisme, tout ce qui se met en place, c'est valable pour tout le monde. Même ceux qui ne sont pas au courant, ils passent par les mêmes schémas. Alors, des fois, on me dit, ah oui, mais les parents ne réagissent pas. J'ai dit, même nous, on réagit. Et le résultat, il est où? Il est le même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est indépendant de nous. C'est la chaîne de responsabilité qui n'est pas mise en place. Quand vous avez un gamin, j'ai entendu samedi une dame qui me racontait son histoire. Il a 19 ans, il est suivi par un psy. Le psy lui dit, elle va pour essayer de s'informer un petit peu sur l'état de santé et voir l'évolution. Il ne veut pas lui en parler. Il lui dit, il est majeur. Mais seulement le problème, c'est que ce gamin, il est dépendant des parents. Alors, en menant une réflexion un peu plus poussée, on s'est dit, à ce moment-là, il faudra peut-être nommer les parents tuteurs de ce gamin. Après, le fait d'aller chez un psy, déjà, c'est bien, même si elle a le secret médical qu'on peut contester. Je suis pas d'accord, parce qu'on a travaillé avec Non, voilà, il n'y a pas d'évolution, parce que c'est un partenariat. On ne peut pas, si la famille n'est pas au courant de ce qui peut se faire, qu'est-ce qui va se faire et comment il faut se comporter face à ça, ils peuvent pas avancer. Donc le psy, c'est pas la solution. Si on n'a pas affaire à un mineur, quoi. Surtout si en plus ils sont obligés d'aller voir un psy. Je parle de ceux qui ont un contrôle judiciaire et médical. Je parle de ceux qui sont réellement consommateurs de ice et qui ont été dans le deal. Donc ceux-là, ils peuvent aller, ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter. On n'obtient rien. Et même quand on est face à un gros problème de violence et qu'on on tire la sonnette d'alarme en disant mais il est sous contrôle médical et judiciaire, on vous dit redéposez plainte. Vous imaginez? Il y a des choses... Ici, la prise en charge est hyper compliquée. Mais on ici, c'est propre à la métropole aussi, parce qu'ils ont... C'est facile, parce que vous allez dans un hôpital psychiatrique spécialisé pour toxicomanie. Ici, on n'a même pas d'unité de jour, on n'a pas d'hôpital de jour. On peut pas, enfin, ça va, c'est prévu, il y aura 12 lits qui sera prévu au CHT, mais... Un début, mais vous comprenez bien que les cas qu'on a, nous, c'est pas 12 lits, c'est beaucoup plus. Des familles qui savent même pas comment il faut tirer la sonnette d'alarme. Ils vont aux urgences. Pour faire des tests de dépistage, généralement, ils dépistent le THC.
mais pas forcément la méthamphétamine. Donc ça veut dire que moi je me suis vue devant un médecin, un psychiatre de l'hôpital Jean Prince, parce que la mère ne voulait pas que le gamin sorte parce qu'il était sous ice. Le médecin me montre un Kleenex avec une lame de rasoir et je lui dis, il voulait porter atteinte à sa vie. Il me dit non, il voulait attaquer les autres. J'ai dit mais vous voulez le laisser sortir? Quand on voit les conditions de prise en charge, c'est terrible. Hein. John Doe, votre fils, 40 ans, qui vit à la maison, c'est ce que vous nous racontiez tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous avez vu des changements physiquement? Alors, vous aviez dit que sa façon d'être a changé, mais est-ce que physiquement, vous avez vu du changement? Oui, très rapidement. En fait, je vous dis, ça remonte à quelques mois. Et au fur et à mesure que les dernières semaines, c'est de plus en plus marqué. Tout à l'heure, vous parliez de la maigrissement, la situation dans laquelle ils se trouvent, qu'ils dorment, ils vont pouvoir dormir. Moi, notre fils, il y a 5 jours de cela, a dormi 36 heures, enfin, 36 heures d'affilée. Ah, c'est l'inverse alors. Non, tu dors. C'est la descente. Ah, c'est la descente, d'accord, ok. Donc ça c'est un signe. L'agressivité, c'est un signe de plus en plus. Hier, pas plus tard qu'hier, on a encore vu son comportement. C'est plus notre fils, on le reconnaît plus. Ça a toujours été un garçon formidable, et là on le reconnaît vraiment plus. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème. Je vais parler également donc des effets secondaires, donc l'anxiété, l'agitation, diminution de la concentration, importante perte de poids, c'est ce dont on parlait, inflammation de la peau également, les boutons de speed, c'est-à-dire qu'on les reconnaît avec des petits boutons rouges un petit peu partout sur le visage. C'est complexe quand même parce que la puberté, voilà, c'est des boutons aussi. C'est pas tout à fait non, pas pareil. En plus, le sébum sent très fort, donc on peut vite repérer. Il y a une odeur particulière. J'imagine les parents qui nous écoutent en ce moment, qui vont scruter leur enfant à la rentrée de l'école. Faut pas stresser et pas c'est pas une question de stress, c'est une question que quand on voit l'affaire Sabine Boiron, des gamines de 13 ans, parce que moi je l'ai entendue, la petite. C'est encore en jugement ou c'est jugé? C'est en jugement. C'est en jugement. Mais moi, j'ai entendu une des jeunes filles avec la mère. Eh ben, je peux vous dire que l'entretien était assez difficile parce que la gamine ne voulait pas l'admettre. Pour elle, non, elle faisait que gardiennage d'enfants. Elle n'était pas là pour être prostituée ou pour... On va éviter d'en parler comme le procès est en cours pour éviter d'avoir des problèmes et laisser donc... Alors je vais aussi rajouter, c'est terrible, des lésions et destructions sévères des dents et de la cavité buccale. C'est terrible. Oui. C'est-à-dire que des produits chimiques. Voilà. Donc ça déchausse carrément les dents. Ouais. On perd ses ça dents. Déchausse les dents, les gencives. On a carrément, ça te bouffe la gencive. Ça fait peur, ça, John Doe, vous entendez ça? Est-ce que votre fils en est à ce stade-là ou pas encore? Je ne sais pas. Il est difficile de constater aussi ces dégâts sur lui parce que, encore une fois, le contact avec lui est très rare. Il passe des journées dans la maison sans qu'on le voie. Puis il travaille aussi. Et quand il est en moment de descente, là, qui dort ces 36 heures que vous évoquez, et vous essayez au réveil, peut-être, quand il est un peu, pas sevré, mais moins sous l'emprise, de lui parler, c'est de trouver... Alors, la difficulté, on l'a dit, pour les parents, c'est d'aller déposer plainte, mais pour pas autre chose que consommation éventuelle de drogue, ça on ne vous prend pas de plainte. Il faut qu'il ait commis des actes répréhensibles, des actes punis par la loi, comme le vol. Alors ça, c'est une conséquence chez tous et que nous avons constatée. Dès qu'il a eu des moyens financiers, il les a utilisés, donc on ne sait pas à quoi, et ça ne lui a pas suffi. Après, il a eu un comportement de délinquant, il a commis des délits en volant, tout simplement. Le mot est dur, mais alors, par exemple, il a utilisé nos cartes bancaires, il est allé retirer de l'argent avec nos cartes bancaires, il a emprunté de l'argent à droite et à gauche, ce qui fait un volume d'argent tellement important qu'on peut supposer que donc il ne s'agit pas de baka, il s'agit d'une autre drogue. Pour consommation ou également revente? On ne sait pas. Ça, je ne peux pas. Et moi, ce que je ne comprends pas chez les gendarmes, justement, c'est que cette accumulation de situations devrait les inciter à penser, eux, qu'ils peuvent être en face d'un trafic de drogue. Actuellement, l'actualité nous montre qu'ils font attention.
Et donc, je ne sais pas, il pourrait s'intéresser au cas. Non, il faut une dépôt de plainte pour vol, etc. Alors, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Justement, donc je voulais parler du prix. On voit avec toutes ces saisies qu'aux États-Unis, le gramme, hein, ça se dit comme ça, le gramme de meth d'ice est à peu près $20, ce qui équivaut à 2000 francs CP. Et ici, il est revendu 100 000 francs, 120 000 francs. 70 à 100 000 francs. Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport au risque d'importation Oui, par rapport au risque. Et puis, c'est un effet de mode aussi. Puis, les gens, ils aiment, ils préfèrent ça maintenant. Donc, ça, tant que le coût est important, ben c'est intéressant pour eux, c'est mieux. Oui, voilà, si on le revendait 2000 francs, ici le gramme... Je pense pas qu'ils s'attarderaient dessus. Un chiffre qui m'a interpellé avant qu'on commence cette émission, c'est 13 ans. 13 ans, oui. Vous avez de plus en plus, ouais. Des jeunes de 13 ans qui sont sous l'emprise d'ICE. De plus en plus. Mais c'est quoi? C'est la sortie des écoles? C'est les mauvaises fréquentations? C'est les boîtes de nuit, cher ami. C'est les boîtes de nuit. Parce que même là, je me disais d'ailleurs qu'il fallait que les parents se lèvent pour qu'on mène des actions, qu'on déjà aille. qu'ils fassent leur boulot, parce qu'à 13 ans, on sort pas de boîte de nuit déjà. Ah non, mais attendez... Contrôler un adolescent aujourd'hui, allez le mercredi ou le vendredi en plein centre Papeete et vous allez comprendre. Ils sont envahissants. Ils arrivent en masse. Et à 13 ans, comment on arrive à avoir combien? 50 000, 100 000 Elles sont jolies à 13 ans. Ok, d'accord. Il y a de la compensation alors. Tout à fait. Alors, c'est lié à la prostitution de toute façon. On m'a parlé également d'un système pyramidal. Tout à fait. C'est-à-dire que en fait le premier va donc acheter pour 100 ou 200 000 francs et qui va revendre à d'autres qui eux vont avoir un réseau. Tout à fait. Pour que l'usage pour leur propre consommation soit du coup ils vont payer que 10 000 francs. Ou ils payent rien. La fameuse vente pyramidale, c'est ça. Mais comme partout, de toute façon, ils se calquent au système actuel. On est en plein dedans, donc ils font des schémas, ils reprennent les schémas, copie-coller. C'est ce qu'on fait ici. On vit dans l'apparence. Retourner à des sentiments beaucoup plus forts, les sortir de l'apathie pour revenir un peu plus, c'est l'argent. L'argent, ça fait tout, ça change le monde. L'argent et l'amour dans tout ça, John Doe. Justement, nous sommes pour l'amour. Voilà. Alors, pour prendre un cas concret, le fils de John Doe, notre invité, dont la voix est masquée, je le rappelle, et n'est pas à l'image dans cette émission, est-ce qu'il y a encore un attachement alors vis-à-vis de vous? Est-ce qu'il a une petite copine qui pourrait faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui l'écoute? Oui, alors, effectivement, il est évident que pour se lancer dans la drogue, il faut un motif pour ces jeunes, quel que soit l'âge. Dans le cas qui nous préoccupe, nous sommes certains à 100% que c'est justement le ratage de sa vie privée avec sa compagne, déception, qui a fait de lui une position dramatique. Nous comprenons, il est extrêmement amoureux de cette femme qui l'a entraîné déjà dans l'alcool, etc. au début. Bon, après, il a dû partir, elle l'a chassé. Et ça, même 2 ans après, il n'arrive pas à le supporter. Et je pense que c'est le motif qui l'a poussé. Il veut oublier, voilà. Et elle a tourné la page, vous êtes en contact encore avec elle, qui est apparemment l'élément clé. Oui et non. Moi, je préférerais que les ponts soient carrément coupés, mais bon, il y a encore des contacts malheureusement, et je pense que c'est le fond du problème, c'est ça, c'est la présence de cette femme qui, je pense, donc elle sera active vis-à-vis de notre fils, va faire qu'il s'en sortira pas, je crois pas. En tout cas, il refuse volontairement de se faire soigner. Et là, on n'a plus de contact. Depuis plusieurs jours même, on n'a plus aucun contact avec lui. Il habite encore chez vous, mais plus de contact? Il habite là, mais on ne sait même pas s'il vient dormir. On l'entend pas, on le voit pas. On l'a rencontré, mais il a coupé les ponts. Il a vu que sa maman ne le maternait plus, n'essayait pas de l'aider. Et donc, il a dû, je sais pas. Pour l'instant, c'est le grand blanc et c'est une grande inquiétude. Et j'imagine vos inquiétudes à vous à la maison avec ces points d'interrogation. Jacqueline Liénard, notre invitée, donc vivre sans drogue. Quand vous entendez ces témoignages, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil? Est-ce qu'il y a encore des conseils à donner ou est-ce que vous allez en parler encore de cette chaîne qui est rompue avec Non. Le conseil, c'était justement la démarche qu'ils ont fait. Pas déçu. La maman
il faut qu'elle se ressaisisse, il faut qu'elle coupe le cordon. Si elle ne coupe pas le cordon avec ce gamin de 40 ans, on va dire, elle va avoir du mal parce que il faudra assumer, parce que là, il lui fait du chantage. C'est obligatoire. Il est parti depuis quelque temps tout en sachant que sa mère a déposé plainte pour vol. Donc, systématiquement, il va se révolter en attendant qu'elle lui court derrière. Et quand elle va lui courir derrière, il va revenir et il va jouer le fanfaron parce qu'il aura gagné. Ils ne sont plus dans les mêmes dimensions. C'est dur pour une maman quand même, ça. Hein, c'est très dur. Ah ben, pour l'avoir vécu, je sais comment ça fonctionne. Donc, les schémas sont similaires pour tout le monde. On les met dehors, on pourvoit pendant quelque temps. Ensuite, il y a une deuxième fois, il revient. Une deuxième fois, on ne pourvoit plus. La troisième, on ne pourvoit plus et il s'accroche. Et il vous zappe? Non, pas du tout. La non, troisième, c'est pas possible, ça. il commence à reprendre un peu du poil de la bête. Moi, je dis que c'est les personnes permissives qui sont dangereuses parce que il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment comprendre le problème à la base. Il faut rester ferme, il faut pas céder parce que ils nous font du chantage affectif. On est mère, j'ai entendu, une mère, d'accord. Mais moi, ça fait plus depuis 2005 que je me bats. Et j'étais déjà présidente de l'APE d'Anne-Marie Javoué avant, quand ils étaient scolarisés en 3e. Déjà là, j'avais déjà mis des réunions en place pour lutter contre ça, pour informer les parents. Donc j'étais déjà touchée. Si vous voulez témoigner, si vous avez des questions à poser, le standard est toujours ouvert, 40 86 16 00. Évitez de faire comme d'habitude, d'appeler sur les dernières minutes, sinon on ne pourra pas passer tout le monde. Si vous voulez pas passer à l'antenne, ce qu'on peut comprendre, il y a le SMS également, Nathalie. Le SMS au 7 1 2 3. Alors on parle de la Polynésie, donc de toutes les îles. Est-ce que le ice est dans toutes les îles? Oui, pire. Bora, Huahine, c'est très festif. Ils peuvent s'en procurer facilement, sans souci. Encore maintenant, là, vous devez être contente quand on voit les réseaux tomber là dernièrement. On parle de kilos. Mais pas dans les îles, on s'en occupe pas. Les marquises, on s'en occupe pas. J'ai fait une intervention à Ouapo. Les gens sont pas très informés. Hein. La difficulté, c'est quoi? C'est parce que, alors il y a l'avion bien sûr, mais il y a cet océan qui est immense. Voilà, les bateaux. Depuis en 1996, il y avait déjà un juge qui l'avait dénoncé en disant qu'il faut absolument bloquer les entrées, il faut surveiller. C'est compliqué. Ben oui, mais bon, on avait le bateau qui pouvait le faire. Bon, voilà. Mais je pense qu'il faut se donner les moyens. Il faut que tout le monde soit solidaire pour pouvoir aller dans ce sens et qu'on soit informé, qu'on n'ait pas peur de s'unir contre ça. Et d'après vous, donc c'est une goutte d'eau ce qui vient de tomber là. Il reste encore des kilos, des tonnes. Ah oui, beaucoup. Ben, c'est pour ça que les personnes qui vont en prison coulent la vie, hein, parce que quand ils sortent, ils ont le réseau et ils retrouvent leur activité. Si vous saviez ce que nous on entend, il y a de quoi s'arracher les cheveux parce qu'entendez-vous? Oui. Ah oui, non mais des choses horribles. En prison, on n'a pas le droit d'avoir des contacts avec l'extérieur. Comment vous concevez qu'un prisonnier puisse parler à sa conjointe, avoir un téléphone pour parler à sa conjointe? Comment vous pensez que certains prisonniers peuvent avoir accès à de la drogue? Comment? C'est comme l'hôpital Jean-Prince. Hein. Vous mettez vos personnes à Jean-Prince, il y a un petit fumoir, ça on l'a dénoncé depuis des années. Les gens consomment. Il y a des dealers qui viennent le soir, que ce soit en prison, que ce soit là-bas. Comment voulez-vous que moi je puisse dire aux parents, allez essayer de faire en sorte qu'ils soient en prison ou à l'hôpital? Par rapport à ce que vous voulez dire, on vous laisse responsable de vos propos, bien évidemment. Sûr. Ici, mais le personnel j'ai la traçabilité de mes propos. Hein. Voilà, j'ai la traçabilité. Alors, on va partir sur le standard. Alors, ça va être un peu compliqué parce que je pense qu'on a une maman qui était en pleurs. On voit que la personne a raccroché. On voit que c'est difficile. Hein. Il y a eu ce premier pas en avant où la personne voulait peut-être poser une question ou faire part de son expérience. Et on sent que c'est compliqué, qu'il y ait de la douleur. On imagine John Doe, vous, votre épouse, arriver dans la chambre de votre fils qui, on le rappelle, a 40 ans mais qui vit toujours chez vous, qui s'est absenté depuis quelques jours. On vous imagine arriver dans sa chambre, regarder ses étagères, son lit et puis tomber en larmes, quoi, en se disant merde, pourquoi ça nous arrive à nous, quoi. Il y a notre fils, c'est ça? Oui. Je voudrais réagir à ce que je viens d'entendre. Allez-y. On a dit, mais oui, mais ces trafiquants là,
bon, non seulement quand on les met en prison, ils peuvent continuer plus ou moins à nuire à la société, mais ils n'y restent pas trop longtemps. J'ai vu à l'occasion de la dernière découverte d'ICE sur le territoire, les journalistes ont écrit, je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est vrai. En cours de jugement, hein, si vous parlez de la dernière affaire d'ICE. Un peu avant, ok. C'est une information que j'ai lue dans la presse locale, je peux en parler. On cite 10 ans de prison. Ces gens-là, ils risquent 10 ans de prison. Mais c'est la même peine à 2-3 ans près que le pauvre ivrogne du coin qui a tué accidentellement quelqu'un. On est au même rang. Et ces gens-là, ce sont des tueurs en série. Moi, j'estime que toute personne qui rentre de la drogue sur notre fénois, hein, il doit être condamné à vie. Il n'y a plus la peine de mort, mais il doit être condamné à vie. Parce qu'il représente des centaines de morts. Il représente des milliers et des milliers de personnes qui sont détruites. Mais il n'y a aucune commune mesure entre ce qu'ils font eux et ce que fait un meurtrier qui, pour des raisons X, va tuer quelqu'un. Lui va prendre aussi 10 ans. C'est la même peine. Moi, je suis scandalisé par ça. On parle de prévention. Mais enfin, ces dealers-là, il faut les condamner à vie. Et puis peut-être que ça fera quelque chose. Surtout moi, quand c'est ma position, tu vois. Et je ne pense pas être le seul à penser comme ça. Alors, après, tous les jeunes n'ont pas envie de se droguer. Je voudrais que, rapidement, vous expliquiez aux jeunes, aux mamans, là, dont les jeunes vont en discothèque, comment elle se prend, ces drogues-là? Est-ce qu'on peut la mettre dans un verre en cachette? C'est pas du GHB. Le GHB, c'est... Non, ça se fume dans une pipette, une bubble. Ok. Donc, on peut pas, à notre insu, être drogué par l'ICE. Consciente. Okay. Et puis, de toute façon, on a fait un questionnaire et on s'est rendu compte que c'était souvent parce qu'elles étaient entraînées les unes par les autres, hein. C'est les amis, hein. C'est, au début, ça commence comme ça. Comme la cigarette. Voilà, hein. ils n'ont pas forcément des problèmes personnels. Il y en a que je connais, ils n'ont pas de problème. Ils sont bien nantis. Mais bon, c'est la rencontre avec le produit et c'est la rencontre avec des personnes qui sont mal intentionnées et qui veulent les mettre dans les réseaux, c'est tout simplement. Justement, donc la dame qui avait appelé juste avant, qui était en pleurs parce qu'elle dit elle est en train de perdre son fils. On donnera bien sûr votre contact, Jacqueline, ou peut-être que vous pourrez la rappeler juste après. N'hésitez pas à nous appeler au 40 86 16 00 ou au 7123. Nous envoyons bien sûr un SMS. Si vous désirez avoir le contact de Jacqueline, on peut déjà peut-être donner le contact de l'association? Non, mon contact privé, 87 77 89 16. On vous mettra toutes les informations de Vivre sans drogue avec les coordonnées de Jacqueline, avec le podcast et le replay de cette émission. Alors comment font justement tous ces jeunes, on dit que ça commence dès l'âge de 13 ans, c'est pas toutes les jeunes filles ou les jeunes garçons également qui vont faire de la prostitution pour obtenir... C'est ceux qui ont mauvais contact, je veux dire ceux qui sont, ils se connaissent tous dans ces réseaux-là, hein, ils savent exactement, hein, ils savent comment. Moi, j'ai des histoires. Des mères de famille qui sont pas totalement permissives, mais qui l'en sentent quand même un peu, qui retrouvent leur gamine dans des situations pas possibles, hein, dans certains restaurants de la place. Hein. Heureusement qu'elles sont assez dynamiques et qu'elles connaissent le sujet, qu'elles connaissent les effets de la consommation. Elles les transportent directement à l'hôpital, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de prise en charge réelle. C'est pour ça que je veux dire qu'il faut une solidarité dans ce domaine. C'est cette dame qui vous a appelé. Elle se rendra vite compte qu'on est tous dans le même mécanisme. Ça, c'était au début. Donc, on ne peut pas s'apitoyer. Il faut se lever, il faut se redresser. Si on veut les sortir de là, il faut trouver tous les moyens nécessaires. Mais il faut surtout pas être permissif. Il faut surtout pas pleurer. Il faut être fort. Et c'est dur. On a affaire au diable, hein. Là, c'est vraiment quelque chose de terrible. Hein. Le diable est dans la maison. Hein. Ah oui, le diable est dans la maison, là. Hein. John-Dou, est-ce que vous avez été à un moment amené à regretter, à se dire j'ai raté quelque chose, j'aurais dû faire ça avec mon fils. Ça a été. Est-ce qu'il y a eu ces moments de regret? Alors évidemment, ça ne fait pas les choses, mais. Oui, je regrette de lui avoir fourni les moyens de se payer cette drogue, par exemple. Vous vous rendez compte? Oui, tandis que, voilà, si avec son salaire, il aurait dû se payer une maison, une voiture, le transport, la nourriture, voilà. Et au lieu de cela, ça a été l'occasion pour lui. Oui, mais il aurait peut-être continué, peut-être à voler, du coup. Il y a ça aussi. Ou faire...
À ma connaissance, il n'y a pas eu de vol avant la consommation. C'est seulement depuis qu'il est dans cette étape qu'il est contraint de se procurer de l'argent par tous les moyens. Oui, voilà, c'est ça. C'est que en fait, vous n'êtes pas vraiment c'est pas tout de votre faute. C'est pas parce que vous lui avez donné de l'argent. On a tous une responsabilité, c'est évident. Peut-être que j'aurais dû, moi, m'y prendre autrement avec lui depuis 2 ans aussi. Mais enfin, on ne s'est pas douté de cela. En tout cas, la demande d'argent, ça peut alerter les parents, quoi. Hein. Moi, je pense que c'est le signe le plus clair. Je pense que nous, en tout cas, nous avons vraiment eu conscience de la gravité de sa situation face à une certaine drogue forcément dure, parce que avec le volume d'argent qui tourne, c'est forcément inquiétant. C'est ça qui a précipité un petit peu quand même notre réaction, et en particulier la prise de contact avec l'association. Alors, qui vous avait conseillé d'appeler Jacqueline Liénard? C'est une amie, c'est une connaissance de la famille. Et tout de suite, vous aviez trouvé les mots pour expliquer votre histoire, pour avoir la certitude que votre enfant était touché par l'ICE et non pas le PACA ou je ne sais quel. Encore une fois, on peut jamais dire que. Il y a toujours du doute pour vous. Ah, ok. Quand on est allé se faire aider par Jacqueline, on n'a pas dit notre fils consomme de l'ICE. On a dit voilà, on constate telle et telle chose, et voilà. Jacqueline, est-ce qu'il y a de la bonne et mauvaise qualité dans l'ice? Sous-entendu que ça soit une grosse merde, on est d'accord. Composé de la même façon. Oui, on trouve pas de l'ice qui pas est... Pas du tout, c'est les mélanges, c'est insecticide, c'est tout. Ah oui, non, c'est l'horreur, hein. C'est des batteries, c'est des machins, c'est l'horreur. C'est tout petit, on peut cacher ça facilement dans une chambre. Facilement. On peut même, je pense, le mettre dans une bouteille d'eau, c'est comme ça qu'il le passe. Et ensuite, ça se dissout, et ensuite il le condense pour pouvoir retrouver le... Voilà. Faire de la chimie, là. Oui, non, mais... c'est de la chimie, de toute façon. Non, mais oui. Avec ça. Oui, ils ont des méthodes. De toute façon, quand on est en manque, on utilise tous les moyens à sa disposition pour pouvoir obtenir le produit. Et comment ça se passe? Ils ont besoin de se cacher pour prendre du cristal? C'est la pipette, c'est vous disiez. C'est une bubble, c'est une petite... Ça dure combien de temps? C'est-à-dire qu'il leur faut 5 minutes? Ils inhalent quand même, oui. Ça peut être rapide parce que ça passe sent, directement. il y a une odeur. Ah oui, c'est désagréable, c'est chimique, quoi. Mais ça peut ressembler à quoi? Du chlore, Moins que le chlore, mais une odeur un peu amère, un peu répugnante, et puis ça émane de la transpiration, sans au niveau des vêtements, sans au niveau de pas mal de choses, quoi. John Doe, vous n'avez rien senti, vous, du coup, vous ne savez pas, hein? Non, on n'a jamais rien trouvé non plus. Voilà. Jamais rien trouvé. Ah mais ils font très attention. C'est pas, c'est comme les consommateurs de PACA. Au début, ils se cachent un petit peu, et puis après on voit une pipette, et puis après on se dit non, c'est la pipette du voisin, de mon copain, parce qu'il allait se faire prendre, donc j'ai mis dedans. Puis après au fur et à mesure, il dépasse les limites, et puis après, quand c'est l'ice, on fait attention parce que c'est encore plus interdit. Le cannabis c'est banalisé, on en trouve. Alors justement, est-ce que obligatoirement quelqu'un qui consomme donc du cannabis, du bacalolo, est-ce qu'il va directement vers le cristal, ou est-ce que c'est quelqu'un, ça peut être aussi être un jeune qui n'a jamais rien pris et qui tombe dedans? C'est possible aussi, ça dépend des conditions dans lesquelles il évolue et des amis avec qui voilà, c'est toujours pareil, hein. Moi un jour je me suis retrouvée à une prévention dans une église et j'étais accompagnée d'un jeune homme dont la maman était mule de méthamphétamine à Hawaï. Mule, c'est-à-dire qu'elle faisait du transport. Elle faisait du transport, okay. Elle était consommatrice. Et à un moment donné, quelqu'un lui pose la question, est-ce que tu en veux à ta mère de t'avoir entraîné là-dedans? Et il lui dit oui. Et moi, je lui dis, regardez bien l'erreur. Mon fils, il me reproche de l'avoir tiré de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas les conditions de vie, c'est le produit. C'est ce produit qui détériore tout, qui déstructure la conscience d'un individu et qui fait qu'il n'a plus les mêmes armes pour pouvoir se battre. Une expérience devient catastrophique, comme on l'a dit, une déprime, ça devient une montagne. Ils sont capables de se suicider alors que voilà, ils n'ont plus aucun garde-fou, quoi. Aucun garde-fou, voilà. Il y a ce commentaire de Ohana sur Facebook qui dit: il faut absolument que cette saleté soit arrêtée à l'aéroport, au port, et fouiller tous ces voiliers qui pullulent dans nos lagons depuis si longtemps, dans nos criques. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, quoi. Tout à fait.
Alors, quelle solution est-ce qu'on peut apporter? Alors, je sais que c'est un vaste sujet. C'est difficile parce que là, on dit qu'il n'y a rien à faire. Et puis, est-ce qu'il y a des histoires qui se terminent bien? Est-ce qu'il y a moyen de faire une marche arrière? C'est difficile. Oui, ça peut, mais c'est à long terme. Je veux dire, c'est du long terme parce que c'est cyclique. Il y a des périodes. Alors, ces consommateurs-là, ils gardent une idée, ils ont une phobie. Ça peut aller très bien. Dès que l'idée revient, tac, ça explose. Donc, il y a une autre crise qui se passe. C'est du manque? Non, c'est une idée. Ils sont déstructurés. Ils n'ont plus. C'est comme une image. Si on fait un film, on déroule un film, on voit le commencement jusqu'à la fin. Eux, ils ont des phases où il y a plus d'image à certains endroits. Quand ils sont dans leur consommation, il y a plus d'image. Alors ils reviennent sur la phase d'avant, et puis bon, ça enclenche des disputes incroyables. On n'arrive pas à maîtriser. Donc vous êtes en train de nous dire que malgré votre expérience depuis 2005, vous n'avez pas d'exemple de gens qui ont fait machine arrière, qui ont pu... Aucun exemple. C'est très difficile. Je veux dire, d'ailleurs, elle le confirme. Ils peuvent retomber facilement. Ils peuvent retomber facilement. Ils voient un lieu, ils voient un endroit, ils ont une expérience, ils ont une émotion forte qu'ils ont vécue. Tac, ça y est, c'est reparti. Ils voient quelqu'un avec qui il a consommé, c'est reparti. On n'est jamais sorti. Ça va pas rassurer notre invité qui témoigne à voix cachée dont le nom a été emprunté, John Doe. Vous le saviez, ça, vous l'avez déjà entendu, qu'il n'y avait pas d'exemple de rémission? D'autres discussions, bien sûr, c'est effarant, quoi, parce que d'où la solution du problème, vous voyez, apparemment, elle n'est même pas dans le traitement de ces pauvres gens, de ces pauvres perdus. La solution, il faut pas de drogue sur le territoire. C'est ça la solution. Je suis désolé. Le sevrage par Il faut que les pouvoirs publics continuent. Actuellement, il y a des gros efforts, c'est parfait. Mais il faut que ça soit suivi de sanctions exemplaires. Il faut plus qu'on puisse rentrer cette drogue ici, puisqu'une fois qu'elle y est, les dégâts, ils sont éternels. C'est pas possible, quoi. Moi, je suis désolé, mais je suis assez pragmatique. Pour moi, la solution, c'est ça. C'est absolument faire la chasse aux trafiquants, mais vraiment les éliminer de notre société, les éliminer, les foutre en tôle pendant un vie, ou alors leur interdire la Polynésie, j'en sais rien. Moi. Mais ça, c'est la loi, c'est nos juristes, c'est notre assemblée territoriale qui. Mais là, quand vous dites ça, vous pensez pas à votre fils, où on dit que lui, ça y est, c'est foutu. Vous pensez aux autres. Je pense aux centaines de personnes qui sont décédées déjà en Polynésie du fait de la drogue, et puis aux milliers de personnes dont la vie est pourrie par ça, c'est tout. C'est un problème de société. Alors, décès? Oui, justement, voilà, je voulais revenir là-dessus. C'est-à-dire, il y a eu des décès, des personnes qui sont fragilisées parce que bon, ils ont plus aucun, même malgré l'affect, malgré des personnes qui les entourent, ils se suicident. D'ailleurs, vous avez l'exemple d'une personne qui témoigne pour SOS Suicide, Monsieur Anderson, qui a perdu son fils de cette façon-là. Il était traité à Jean-Prince. Ils l'ont sorti bien avant la fin du traitement. Tout se passait bien. Il est parti un matin. Il a dit au revoir à tout le monde. Une corde au cou, il est parti. Alors, mais il y en a plein comme ça. Les suicides ne sont pas évoqués dans nos journaux d'information. C'est un choix éditorial pour éviter peut-être cet engrenage. Alors, on ne connaît pas toujours les raisons. On voit dans la presse qu'un jeune, 15, 16, 17... Un mal-être. On se dit que c'est un mal-être et on ne pense pas que ça peut être l'AS. Voilà, tout le monde dit mal-être. D'ailleurs, quand vous allez voir un psy, on vous dit vous avez un mal-être. Mais ce qu'ils ne savent pas, et je l'ai dit tout à l'heure... Quand on a une confrontation avec ce produit-là, c'est le produit qui agit, c'est pas la personne en elle-même. Elle est déstructurée, elle perd toute conscience, elle a plus de repères. C'est comme Alzheimer, il oublie tout. Il oublie tout ce qu'on a pu faire, tout ce que on n'a rien fait pour eux. Donc ils se retrouvent dans une situation, ils ne voient même pas. On peut se sacrifier, passer des années, ils voient rien. Ce qui est grave, c'est encore une fois, c'est que vous disiez que c'était très difficile de faire un retour en arrière, quoi. Donc c'est pas un rhume qu'on va soigner avec un médicament. Vous n'avez pas d'exemple en tout cas. Disons que en fait, il faut la seule solution, ça serait de les isoler un petit peu, comme il disait tout à l'heure, les isoler pour qu'ils puissent retrouver contact avec la nature, avec les animaux, et puis après
petit à petit, voilà. Et le mieux, c'est d'être avec des personnes qui ont vécu la même chose qu'eux et qui ont décidé de s'en sortir. Mais tout ça, je pense pas qu'on va y arriver aussi facilement, parce qu'il faut une mobilisation générale. Il faut que les gens se lèvent, il faut que les gens viennent pour qu'on puisse former au moins quelque chose de solide. Cette chaîne de solidarité, de responsabilité, il nous la faut. Parce que dans les écoles, même les professeurs sont complètement dépassés par les événements, parce que quand ils détectent un enfant, ils l'amènent à l'infirmerie, 2 jours après, le gamin est là et c'est reparti comme en 14. Il n'y a rien qui se passe. On aborde la drogue. Est-ce qu'on parle de drogue à l'école? Ça fait partie des... Bien sûr, bien sûr. Il y a la gendarmerie qui fait souvent... Voilà, la PPDJ fait bien son travail. C'est bien ça, mais c'est bon. Mais c'est pas suffisant, il faut de la répression. C'est-à-dire, il faut des tests, il faut que quand un ou 2 gamins seront pris et détectés, les autres vont faire gaffe à la sortie, c'est terminé. On demande votre numéro, on va encore le donner dans un instant. On laisse les auditeurs prendre le temps de prendre un stylo et un papier. Okay. Il nous reste quelques minutes, on va peut-être laisser la parole à notre témoin de ce matin, John Doe. Merci encore d'avoir accepté notre invitation en plateau. Alors, je voudrais quand même revenir juste sur quelque chose. C'est pourquoi est-ce qu'on a dû changer la voix de notre invité? Parce que c'est un des quartiers les plus chauds où la haie circule énormément, où des personnes placées à des postes importants sont impliquées. Donc on préfère ne pas... Voilà. Ok, on comprend effectivement, oui. On va vous laisser le mot de la fin, une petite minute pour conclure. Cette minute, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous adresser à votre fils qui écoute peut-être la radio, qui écoutera peut-être le podcast, ou quelqu'un lui en parlera, ou conseiller les parents, faites ce que vous voulez, John Doe. Oui, je pense que tout ce qu'on peut dire à ces personnes qui sont imprégnées à ce niveau-là ne sert à rien. Ils n'écoutent rien. Je pense que c'est comme ça, quoi. Non, moi, ce que je voudrais dire, pour pas être aussi pessimiste que cette émission-là a été quand même, je voudrais dire que quand même, bon, il y a des solutions à tous les problèmes. Dans la vie, il y a eu d'autres drames que la drogue dans les sociétés. Il y a d'autres solutions. Mais bon, il faut que les pouvoirs publics, il n'y a que par eux que le règlement va se faire. Il faut que les pouvoirs publics, il suffit pas de parler, il faut voter des crédits, il faut voter des lois, il faut voter des textes, il faut se prendre par la main sérieusement et puis faire quelque chose, c'est tout. Il faut pas... On a commencé peut-être... Ça a un rapport. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas tellement longtemps, on a essayé ici de faire comprendre que le cannabis, après tout, c'était pas... Bon, moi je sais pas, je suis pas spécialiste, je ne veux pas dire s'il faut ou pas dépénaliser, mais enfin on a dépénalisé moralement dans l'opinion, on a dépénalisé ces preneurs de cannabis. Bon, et ce sont ceux-là qui actuellement prennent de la drogue, ça j'en suis persuadé. Je suis persuadé que ça commence forcément par le cannabis. Merci. Donc, vous voyez que c'est bien le pouvoir public. Il faut faire ce qu'il faut faire, c'est tout. Merci John Doe beaucoup pour ce témoignage et d'avoir été présent dans notre studio. Il nous reste 20 secondes, on va les laisser à Jacqueline Liénard, donc Vivre sans drogue. Numéro de téléphone 87 77 89 16. Alors, je veux dire que je suis pas pessimiste. Je termine là-dessus. J'y crois. Oui, d'ailleurs, je tiens le choc et je pense qu'un jour ou l'autre, la Providence nous donnera raison. On mettra en place ce centre d'accueil. Malouloulou, merci beaucoup pour cette émission à retrouver dans le podcast. Bisous Nathalie, no ice, hein. Bah oui, no ice. Tu seras là demain. Ice cream, tiens peut-être.